Pour toi, quelles sont les lacunes du CrossFit français en 2020? Euh, En vrai, je vais dire le manque de remise en question et je vais vraiment argumenter. J'ai fait partie en 2012 des gens qui ont développé le CrossFit sur si tu vomis pas à la fin de ta séance, t'es un fragile. J'ai fait partie de cette vague-là. C'est donc un sport de névrosé qui a vraiment besoin de se faire mal à l'entraînement pour se sentir exister. Ça, c'est OK, d'accord? Euh, Sauf que, je vais prendre un exemple de mon ami Maxime Bisson avec qui j'ai fait les régionales, CrossFit Camp, que je salue. Lui-même est arrivé à un niveau où il s'est défoncé les genoux. Donc, je m'en occupe sur protocole de PM et ça va beaucoup mieux. Les choses sont réglées. Mais le fait qu'il se soit entraîné à si gros niveau et qu'il se soit blessé, lui a fait remettre en perspective pourquoi on faisait ça en fait. Donc cette première vague, je vais appeler la vague des gens qui ont commencé entre 2012 et 2014 et qui ont fait de la grosse compète sur 2016, 2017, 2018. Je vais appeler ça la première vague. La plupart de ces gens-là se sont blessés. Jessica Vetter s'est blessée. Célia s'est blessée. Tu vois. Et Jessica Vetter, par exemple, c'est quelqu'un que tu vois qui fait plein d'autres choses maintenant, cool, mais qui se bat plus pour être sur chaque compétition. Bon, surtout que maintenant, elle a passé les 35, donc elle est en master, mais tu comprends où je veux en venir. Maxime Bisson, c'est pareil. Il s'est retapé les genoux avec protocole de PM. Maintenant, il s'entraîne pour le kiff et à côté, il s'est mis à la boxe anglaise. Tu vois. Donc, il y a cette première vague de gens qui se sont massacrés et qui se sont vraiment remis en question. Je sais que par exemple Anne-Claire qui a Dreyfus sur Strasbourg qui avait fait des performances exceptionnelles au régional en 2018 en individuel. Depuis, elle a quelques soucis avec ses genoux. Et je sais que tous les gens, je m'inscris dedans aussi, hein, mais tous ces gens-là ont été obligés de se remettre en question à un moment sur la violence, l'intensité de leur pratique. Donc on est plutôt devenu raisonnable sur le sujet. Tu vois. Et je pense que la lacune du CrossFit en 2020, c'est les gens qui n'ont pas fait notre parcours et qui donc continuent à développer un CrossFit complètement aberrant. C'est-à-dire que j'ai fait une coaching week, là, on était 50 sur la première semaine d'août. Donc j'ai eu des gens de partout. J'ai eu sur les 50 en coaching week, il y en avait 15 de Belgique, il devait y en avoir 6 de Suisse et tout le reste de absolument partout en France. Eh ben, ils ont tous découvert pendant 4 jours que c'est pas du tout en faisant plus de watts qu'ils allaient devenir meilleurs en CrossFit. Et l'anecdote, c'est que j'ai reçu la newsletter de Invictus une semaine après et celle de Brute Strength. Et les deux avaient choisi pour sujet, est-ce que c'est en faisant plus de Metcon que vous serez meilleur en CrossFit? C'est quand même un timing absolument hors norme que moi je leur explique pendant 4 jours que leur facteur limitant actuellement, c'est pas du tout leur VMA et c'est pas du tout leur capacité à se faire mal, c'est beaucoup plus leur mobilité articulaire, leur force de chips et leur technique complètement aberrante, plutôt que Metcon sur Metcon sur Metcon, sachant qu'en plus, les gens sont pas athlètes professionnels, donc ils ont pas que ça à foutre toute la journée. Donc, souvent, entre faire un WOD et faire de la technique, ils choisissent faire un WOD parce qu'ils ont besoin de se sentir exister et de s'être fait mal. Donc voilà, j'ai fait 4 jours de pédagogie là-dessus. Une semaine après, je regarde tous les plus gros organismes de CrossFit qui font une newsletter sur ce sujet-là. Donc ça prouve que je suis quand même vraiment dans le vrai. Et comme je te dis, les gens qui se sont pas fracassés comme nous ou qui n'ont pas fait de la compète à notre niveau continuent à vendre un CF beaucoup trop intensif, avec trop peu de renfort et trop peu de technique. Euh, Voilà. c'est Donc je c'est pense int- que c'est ça la lacune. c'est intéressant que tu vois ça même au niveau, on va dire, de la population générale, mais c'est quelque chose que tu retrouves même avec les athlètes qui ont un bon niveau. Je me rappelle des années en arrière avec Max Elhaj et d'autres à Training Think Tank qui disaient, en général, quand ils prennent un athlète, on va dire, niveau régional, et que les gars, ils veulent, ou les nanas, elles veulent monter d'un niveau, d'un cran, la première chose qu'ils font la plupart du temps, c'est de couper le volume en deux. Et simplement parce qu'ils en font Complètement. trop et ils ne se focalisent pas assez sur la qualité de leur travail, ce qui fait qu'après, derrière, en Complètement. fait, il y a juste trop de déchets, quoi. Alors, au niveau anecdote là-dessus, si tu veux, il y a quand CJ Martin est venu en Belgique pour donner un Invictus Camp,
Il nous a parlé du cas de Camille Leblanc. Et Camille Leblanc, il explique que en fait Camille Leblanc, 2014, on gagne les Games. Après s'être entraîné sur la programmation Invictus, ça fait partie d'Invictus. Et en fait, en sortant de ça, elle est tombée sur un coach qui lui a dit bon, écoute, c'est bien, t'es forte, mais les meilleurs s'entraînent derrière, donc tu vas pas le rester. Et moi, si tu veux, grâce à ma méthode, bah, tu vois, je peux t'aider à développer ça. Et en fait, son volume d'entraînement a explosé. Elle a suivi ce coach. Son volume d'entraînement a explosé et derrière, ben, en fait, elle a pas fait grand-chose. Elle s'est même blessée. Elle a plus jamais récupéré ce niveau-là. Et ensuite, ben, à l'époque de ce Invictus Camp en Belgique, CJ Martin expliquait qu'elle était en train de lui demander de revenir à Invictus. Et les gens, ils disaient alors, est-ce que tu vas accepter et tout. Il disait, ouais, je pense que ouais. Ben, juste après, elle a gagné les Wodapalooza. Et tu sais quoi? Ben, elle est repartie. Et tu sais quoi? Ben, niet, il se passe plus rien. Tu vois. Donc c'est très drôle ce que tu dis parce que clairement, CJ Martin expliquait que déjà lui il trouve que sa prog elle est quand même assez volumineuse et il dit mais la plupart des gens pensent que c'est en faisant du volume qu'ils vont progresser, du volume d'intensité. Souvent les gens opposent volume et intensité. Le problème c'est pas l'intensité, c'est le volume d'intensité. C'est que si tu vois dans lactique 5 sur 7, tu vas canner. Voilà, la question est vite répondue. Le volume d'entraînement, si tu fais du renfo, si tu fais du cardio basse intensité et si tu fais de la technique haltéro entre 50 et 60% de ton max, que tu t'entraînes régulièrement entre 70 et 80% et que une fois tous les 15 jours tu t'autorises à aller au-dessus de 90%, ça fait du volume, mais c'est pas du volume d'intensité. Donc tu peux le tenir. C'est vraiment le volume d'intensité pour moi qui pose un problème. Enfin pour moi, pas pour moi, qui pose un problème tout court. Et c'était drôle parce que CJ Martin en parlait déjà en 2017 de ces coachs qui te font faire des A, B, C, D, E, F, G. Moi, je pense très honnêtement que j'ai passé mes 5 premières années de CrossFit en surentraînement. J'ai fait les WOD des Open en 2018 quand on a voulu faire la régionale avec des problèmes de ventre d'un autre monde parce que j'avais fait un burn-out l'année de mes 30 ans. Un burn-out physique, pas psychologique, hein, psychologiquement j'allais très très bien, mais alors physiquement mon corps avait complètement explosé. Et en fait j'organisais des soirées pour qu'on fasse les WOD des Open avec les box des alentours. Et en fait je me vidais 5 à 6 fois dans la journée aux toilettes. Je lançais la soirée à 19h, j'allais me vider. Je jugeais, j'allais me vider. Je passais, j'allais me vider. Tu vois, il y a même, alors, anecdote, il y a même des gens qui se sont permis de dire que j'avais manqué de respect à un de leurs coachs parce que quand leur coach il était passé, j'étais pas resté pour l'encourager. Sauf qu'en fait, pour te dire à quel point les gens sont cons, en fait, pendant que ce mec l'a passé, moi j'étais aux toilettes en train de me vider. Tu vois. Donc voilà, c'est l'anecdote. Donc j'allais pas leur dire, excusez-moi, hein, je vais pas admirer votre coach parce qu'en fait, il faut que j'aille complètement vider pour la 14e fois de la journée. Mais j'en étais à ce niveau-là et ça m'a duré 6 mois. En errance médicale totale, parce que analyse de tout ce que tu veux, j'avais rien. C'était juste mes glandes surrénales qui avaient complètement explosé et décidé d'arrêter de travailler. Donc voilà, le CrossFit m'a complètement mis en mauvaise santé à un moment de ma vie. Mais c'est pas le CrossFit, c'est pas Greg Glassman, c'est pas la méthodologie, c'est juste qu'on l'a pas respecté. C'est-à-dire qu'on s'est catapulté pendant 4-5 ans avec des paillettes plein la tête et voilà. Et honnêtement, je remercie mon intelligence et mon prépa mental qui me l'a développé, de m'avoir permis de me réinventer autrement que comme athlète et de m'avoir donné envie de faire autre chose, tu vois, parce que aujourd'hui je vois les gens qui ont eu cette quête à une époque et qui n'auront pas réussi à s'en sortir et qui n'ont pas réussi à se redéfinir autrement que comme ça. Eux, pour moi, l'avenir paraît compliqué. C'est-à-dire qu'en dehors d'un honneur de leur salle, il va rien se passer. Tu vois, moi, j'ai pu me réinventer dans plein de business, ce qui fait beaucoup rager en France, hein, parce que je suis multitâche, je m'intéresse à tout. Dès qu'il y a un truc qui me plaît, là, par exemple, je me suis mis au tir sportif. Tu verras que dans quelques temps, je serai vraiment bon. Je serai pas un monstre,
mais je serais vraiment bon parce que quand je m'intéresse à un truc, voilà, je me suis intéressé à la nutrition. Maintenant, je sais vraiment de quoi je cause. Voilà, je suis un peu la prépa mentale idem. Je suis un touche-à-tout qui fait que se former et je sais que ça énerve parce qu'en France, bah, tu peux pas être présentateur télé, chanteur et écrivain. Tu vois, ça, c'est pas possible. En France, t'es présentateur télé et si jamais t'écris un livre, bah, t'es juste une grosse merde de présentateur télé qui a essayé voilà, d'écrire un livre. Les gens se posent pas la question. Aux États-Unis, tu peux être ça. Aux États-Unis, tu Ouais. peux être showman, tu peux être formateur en développement personnel, tu peux être cuisinier. Les gens s'en foutent. Au contraire, à chaque fois que tu rajoutes une corde à ton arc, les gens se disent putain, il est quand même balèze. Hein, chaque fois qu'il touche un truc, le mec il réussit. Moi, en France, à chaque fois que je touche un truc différent, on a l'impression que ça dilue les compétences que j'avais avant. Alors que pas du tout. Ça ne fait que m'aider à prendre les problématiques de mes clients dans une plus grande globalité. Mais je suis vraiment content en tant qu'ancien mec de cette première vague d'avoir su en sortir. Et ça m'a permis en plus de comprendre mes erreurs et d'en faire parfois des business comme 2PM. Et ça m'a permis de donner une autre dimension à mon coaching. C'est-à-dire que là, tu vois, là, je suis dans ma salle, j'ai des gens qui s'entraînent. On a vraiment remis leur quête à eux au centre du truc. Et s'il y en a qui sont dans la compétition, on va faire en sorte qu'ils fassent pas nos erreurs. Tu vois, donc ouais, si tu me demandes une lacune du CrossFit en 2020, pour moi, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire que tant que t'as pas mangé des vrais cailloux de la difficulté, tu t'en rends pas compte. Aujourd'hui, je vois la nouvelle vague 2019-2020 de gens qui ont commencé le CrossFit et qui, parce qu'ils clean 100 kilos, c'est des futurs compétiteurs à haut niveau avec une arrogance pas possible. Là, je vois mes élèves qui sont en BP, je vois leurs contacts, c'est aberrant. C'est aberrant. Les mecs mettent en avant leur programmation. Les mecs ont 2 ans de CrossFit. Et ils ont jamais fait une compète vraiment costaud de leur life et ça lance des progs. Et ça lance des progs de boucher en plus. Ça lance des progs avec trop de volume, des watts tous les jours. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est une espèce de cycle qui se répète. Donc pour moi, la lacune en 2020, c'est ça. C'est qu'il y a, tu vois, je peux pas demain me mettre dans le foot et créer une programmation sur le football, créer un système d'entraînement sur le football sans avoir un nom dans le football. Tu vois. En CrossFit, tu peux. En CrossFit, tu peux être une totale brêle avec 0 compétence et avoir participé à 3 compétitions sans qualif ou arriver à être qualifié in extremis, avoir fait complètement de la merde en finale d'une compète complètement de seconde zone et lancer ta programmation parce que tu comprends. Voilà, ça sera pour moi la deuxième lacune du CrossFit. C'est que comme c'est un open space et que tout le monde peut faire ce qu'il veut, ben, ça donne des contenus incroyables comme le tien, ce que tu essaies de faire, c'est une super truc. On en reprend l'exemple de nos minutes et tout ça, c'est des très bonnes initiatives. Et ça donne aussi des gens qui essaient de se lancer sans avoir fait leurs preuves sur la partie entraînement. Et ça, c'est n'importe quoi, par contre. Ça, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, tout concept a des bons côtés et des dérives, tu vois. Mais voilà, ça, c'est les dérives que j'espère qu'avec le temps, la nouvelle génération sera peut-être un peu moins arrogante et un peu plus respectueuse de ce qui a été fait avant. Et, euh, et voilà, avant de se proclamer le meilleur ou la meilleure méthode ou la meilleure vision, il faut peut-être être sorti de sa salle et avoir vu ce qui se faisait ailleurs, quoi. Enfin, moi, quand je vois des mecs à 10, 20, 30 ou 50 kilomètres de chez moi qui s'expliquent que leur programmation, c'est la meilleure, alors que les mecs sont pas sortis de leur ville, en fait. Quand moi, j'ai bourlingué dans toute l'Europe et le monde entier pour me former auprès de ce qui se fait de mieux, j'explose de rire. Mais en même temps, les mecs peuvent s'appeler que les meilleurs parce que c'est le fameux syndrome Dunning-Kruger. Moins t'en sais, plus tu penses en savoir. Donc évidemment, comme t'es pas sorti de ta ville, tu peux pas savoir qu'il y a quelque chose qui se fait largement mieux en dehors de chez toi. Donc d'un autre côté, j'ai une main qui a envie de te gifler et de l'autre, j'ai l'autre main qui a envie de te dire bon bah écoute, j'espère que tu vas grandir et que tu vas t'élargir, tu vois. Voilà, pour moi c'est un peu ça les lacunes. Il y a ce côté un peu voilà, les coachs première vague qui continuent à enseigner le toute intensité. Ça pour moi c'est un peu gênant parce qu'on a tellement de choses à apporter aux gens dans ce sport. Et la deuxième, c'est l'arrogance de la nouvelle génération qui pour elle n'a rien fait, et qui t'explique comment les choses fonctionnent. Ça, c'est très drôle. Après, la vie m'a montré que à chaque fois que quelqu'un venait m'expliquer comment ça allait se passer alors que le mec sortait de l'œuf
En général, dans les 2-3 ans, il y a un truc qui s'appelle la vie, qui lui réexplique quelle est sa place sur l'échiquier. Et en général, ça se passe mal. Enfin, moi, j'ai vu ça avec les salles. Ça fait 8 ans que j'ai ouvert la mienne. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont ouvert leur salle en 2012. Moi, je l'ai ouvert en 2012. J'en ai ouvert une en 13, 14, 15 et 2016. Tu vois, donc voilà, j'en ai vendu certaines. Mais bon, ça fait un moment que je suis dans les salles. Et très régulièrement, il y a un nouveau mec qui débarque sur l'échiquier en disant voilà, moi, je vais faire ci, moi, je vais monter une salle, il va y avoir ça, bim, bam, boum. Et en général, dans les 2 ans, le mec a coulé. Donc voilà, quand on arrive, quand j'ai mes clients qui arrivent, ils me disent ouais, t'as vu, il y a un tel, il va faire ci, ça. Je dis ouais, assis-toi, bois un café là, commence pas à me saouler là. Parce que tu m'en reparleras quand le mec sera là depuis 3 ans. Quand le mec sera là depuis 3-4 ans, là, on pourra commencer à discuter business model, etc., etc. Mais en attendant, ouais, tous ceux qui veulent ouvrir une salle, foncez, hein, faites-le, parce qu'aujourd'hui, les banques prêtent, il y a des aides, foncez. Hein. Après, ne foncez pas si vous n'avez pas les armes d'être là dans 3 ans, par contre. Parce que foncer pour foncer, c'est juste un moyen de s'endetter. Évitez. Si vous avez un beau projet, lancez-vous. Hein. Il y a toujours du travail, il y a toujours des belles choses à faire dans ce boulot. Mais voilà, fanfaronner. Moi, j'ai des copains qui ont ouvert des salles récemment. Je vois tout le monde quand ils taguent, quand ils ouvrent leur page Facebook, tout le monde qui dit ouais, félicitations, bravo, etc. Moi, je félicite pas du tout quelqu'un qui a ouvert une salle. Moi, je féliciterai mes amis qui ont ouvert des salles dans 3-4 ans. En disant franchement, bravo. Tu vois, tu fais du bon travail, tu es plein de clients, tu es toujours là. Ouais. Mais alors, féliciter quelqu'un parce qu'il a ouvert une salle, c'est comme féliciter quelqu'un parce qu'il a pris une barre à vide. C'est waouh, putain, bravo, mec. Waouh, super, tu as trouvé la bonne barre à vide dans le rack à barre, je te félicite. Voilà. Moi, je te félicite pas quand tu as chopé la barre, je te félicite quand tu as fait un bel arraché à 100 kilos bien propre. Voilà, là, tu as le fruit de ton travail, tu peux vraiment être satisfait. C'est ça que je vais féliciter. Mais féliciter le mec qui attrape une barre à vide ou le mec qui ouvre sa salle, non, je vois pas de performance là-dedans. Une chose que tu as mentionné quand tu disais que tu t'étais mis physiquement malade pendant des mois du fait que tu en avais trop fait. Je pense une chose qui est revenue, on en revient un petit peu à l'idée de la méthodologie, de la philosophie que Greg Glassman a essayé de mettre en place avec le CrossFit. Si je me souviens bien, c'était le deuxième épisode du CrossFit Journal, c'est un peu là où il a énoncé la structure. Je crois que c'était CrossFit in 100 Words ou un truc comme ça. Et il parlait de comment il structurait sa pensée autour du CrossFit. Et si tu parles beaucoup de volume et de volume d'intensité, c'était un truc où tu avais, comme tu as dit, tu as le monostructurel, tu as le gymnastique et tu as le côté haltéro et force. Et tu avais ce processus un peu cyclique entre les trois où il y a un jour tu fais juste du mono, il y a un jour Bien où tu sûr. combines les deux, il y a un jour où tu fais un triplet et tu tournes un petit peu comme ça. Alors que ce qu'on voit aujourd'hui, comme tu l'as dit beaucoup, c'est un nivellement pas vers le bas, mais vers le haut en termes de volume où tout le monde veut faire plus et pense que c'est ça la réponse à tout. Et que peut-être que si Ouais. les gens qui sont dans ce courant-là, arrêtaient que regarder les games et essayer de répliquer ce que les mecs ils font à ce niveau-là et puis de relire ce document de base, en fait, qui est vraiment une des fondations de la culture et de la méthodologie. Peut-être que ça les aiderait à Non, l'approcher un petit je peu suis entièrement différemment. d'accord avec toi. Et puis, tu sais, il y a un autre aspect, c'est qu'en fait, par exemple, pour faire encore plus concret pour les gens, quand vous faites un WOD, vous avez un format AMRAP et un format 4Time. Donc le 4Time, c'est le plus vite possible. Tu peux tourner comme tu veux, tu dois le faire le plus vite possible. Donc si c'est un truc court, tu vas être à fond tout le temps. Si c'est un truc long, tu vas essayer de tenir un rythme et d'être vraiment et d'accélérer à la fin. Mais en fait, tu es censé avoir une variation entre le 4Time et l'AMRAP. Ce que les gens font mal, par exemple, c'est sur un AMRAP 30 minutes. AMRAP 30 minutes, tu peux pas être à fond tout le temps, d'accord? Mais un AMRAP 30 minutes, c'est par définition un truc où tu peux pas aller vite. Et en fait, les mecs vont arriver à 27 minutes de l'AMRAP. Ils vont se dire, putain, il reste 3 minutes, j'accélère. Et en fait, un WOD de 30 minutes où ils étaient censés garder un pace, les 3 dernières minutes, ils rentrent dans leur puissance lactique. Capacité lactique, puis puissance lactique s'il leur en reste un peu. Et donc, en fait, un jour où ils sont censés faire de l'aérobie, ils font quand même du lactique. Tu vois? Parce que as many reps as possible, dans leur tête, s'ils peuvent aller gratter quelques reps à la fin du truc, ils auront respecté le timing. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que en ne comprenant pas la distinction sur ce sujet-là, en ne comprenant pas que l'intérêt sur un AMRAP, c'est de garder un pacing et pas du tout d'exploser sur la fin, tu te retrouves à t'entraîner 5 jours sur 7 en lactique.
Sauf qu'il n'y a personne qui peut justifier que ton corps est fait pour manger de la capacité ou de la puissance lactique tous les jours. C'est aberrant. J'ai envie de te dire, on nous expliquait la même chose sur la force. Et moi qui fais squat everyday depuis le 13 avril, 7 sur 7, donc j'en suis à 170 jours, je crois. 160, 170 jours. Je peux te dire par contre que ton corps, nerveusement parlant, est fait pour soulever des trucs au moins une fois par jour à plus de 85% du max. Et que ça, tu peux le faire tous les jours. Tu peux le faire absolument tous les jours. Et alors, on pourrait dire, ouais, mais tu comprends, c'est parce que il doit être dopé ou autre. Oui, voilà, ouais, d'accord. Donc, c'est pour ça que ce programme-là, quand j'ai commencé à le faire, je me suis fait un petit groupe Facebook de potes dans toute la France. Il y a des hommes et il y a des femmes de toutes les régions et surtout de tous les niveaux. Et on s'est aperçu que c'est la même pour tout le monde, en fait. C'est-à-dire que si vous voulez squatter pendant les 3 prochaines années, 7 sur 7, une fois par jour, 85% de votre max, il n'y a aucun jour où vous allez louper. Aucun. Il y a des jours où, par contre, vous aurez la capacité de vous taper du 102%, vous ferez un PR. Il y a des jours où, à 85%, vous direz, tu sais quoi, pour aujourd'hui, ça suffit largement. Ça, je suis d'accord. Mais autant votre corps n'est pas fait pour faire 7 sur 7, ni même 5 sur 7, rentrer dans du lactique, autant votre corps est fait pour lifter 85% de son max, minimum, tous les jours. Ça, c'est une certitude. Au moins une fois. Attention, quand je dis 85%, commencez pas à vous taper des 5x5 tous les jours à 85%. Mais au moins une barre à 85%, elle va passer. C'est sûr. Donc, alors que, j'ai envie de te dire, nous, par exemple, en STAPS, on nous expliquait que la force, il fallait tant de temps de récup, que quand tu faisais un effort à 100%, il fallait récupérer pendant tant de temps. Je suis désolé, moi, j'ai squatté 200 kilos, le lendemain, j'ai resquatté 190. Voilà. Et tous mes potes, c'est pareil. Mon gars sûr qui a fait 175, le lendemain, il a resquatté 165. Mes clients qui sont débutants et qui font un PR à 100 kilos, le lendemain, ils resquattent 90. Tu vois. Donc non, tu n'as pas besoin. Ouais, là, je vais aller loin, mais toutes les études qui ont été faites sur le développement de la force, en général, c'est fait par des universités de certains endroits, mais on n'a jamais étudié le développement de la force sur des gens qui n'ont pas de force. C'est-à-dire que toujours un laboratoire de recherche de faculté va se gargariser d'avoir étudié les différentes méthodes de développement de la force sur des gens qui sont déjà super entraînés. Parce que entre toi et moi, et pour les gens qui nous écoutent, quand un mec rentre dans votre salle et que déjà quand il met une barre à vide sur son dos, ça tangue. Donc là, on est au level 0 de la force. Ce mec-là, quand vous lui faites faire des wall balls à 9 kilos, il est déjà en train de prendre de la force. Quand vous lui faites faire du rameur, il est déjà en train de prendre de la force. Il fait des air squats, le gonze, il prend de la force. En vrai, il prend pas de la force, il prend de l'activation neurologique sur les muscles spécifiques qui lui permettent de squatter parce que quand il commence, le mec n'a même pas les motoneurones reliés à son cerveau au niveau des jambes. Donc, la première année, il n'y a même pas besoin de lui faire des cycles, en fait. À chaque fois que le mec, il fait un peu du squat, il va prendre. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce que des mecs de 80 bars, totalement désentraînés, sur un an, ils passent d'une squat barre à vide en galère à des squats à 100 kilos. Mais on n'est même pas dans le développement de la force, là. On est juste dans l'activation neurologique de base. Donc, c'est clair que prendre un mec comme Benjamin Hennequin, vice-champion du monde d'haltérophilie, vice-champion de France de force athlétique, et regarder que quand le mec il fait 1 RM, le lendemain il est bousillé, oui forcément il y a 18 ans de développement du système neurologique. Donc oui, quand le mec va squatter 300 kilos pour le championnat de France, le lendemain tu lui demandes de squatter 90%, c'est-à-dire 270 kilos, oui forcément le mec va mal le vivre, on est d'accord. Mais j'ai une question pour les gens qui nous écoutent. Les gens que vous entraînez dans vos salles, ils sont plus proches de Thérèse, secrétaire médicale, 47 ans, qui n'a aucune connexion neurologique avec ses jambes et qui n'a jamais fait de squat, ou est-ce qu'ils sont plus proches de Benjamin Hennequin, vice-champion du monde d'haltérophilie, qui squatte 300? Posez-vous la question. Et là, vous allez comprendre que, et vous, d'ailleurs, vous-même, vous, en tant que coach sportif, par exemple, vous êtes plus proche de Thérèse, vous êtes plus proche de Benjamin. Parce que moi, j'ai un scoop pour vous. Vous êtes plus proche de Thérèse. Et moi, d'ailleurs, moi-même, comme ça, voilà, le discours, ouais, je prends pour un autre, il est arrogant. Moi-même, je pense que je suis plus proche de Thérèse que de Benjamin Hennequin. Parce que ça fait quoi? Ça fait 6-7 ans que je m'intéresse à la force. J'ai commencé l'haltérophilie en 2014. Et vraiment, j'ai vraiment commencé à faire vraiment de la force bien cyclée à fond il y a 2-3 ans. Donc en vrai,
Je suis beaucoup plus proche de Thérèse, 47 ans. Donc, je peux faire squat everyday, ça pose pas de problème. Benjamin Hennequin peut-être pas forcément. Parce que 85% de son max est tellement énorme et spécialisé que oui, lui, quand il va faire une barre très lourde, le lendemain, il risque de le subir, c'est clair et net. Mais le lactique, par contre, les processus d'élimination, de recyclage, pyruvate, etc., eux, ils prennent du temps. Et par définition, par contre, peu importe ton niveau d'activation neurologique, tu vas pas pouvoir faire du lactique tous les jours. Donc, il y a aussi Mathieu Dubruck, qui est formateur level 2 pour CrossFit, qui est quelqu'un de très respecté dans le milieu. On discutait ensemble et il nous disait, c'est quand même malheureux qu'on donne 2 jours de formation au level 1, qu'on insiste tellement lourdement sur mécanique, constance, intensité, et que 98% de la population qui sort du level 1 n'est retenue que intensité. Il disait ça, c'est vraiment, pour moi, la plus grosse lacune qu'on a, c'est que si tu regardes en minutes, parce qu'il faut savoir que les formations CrossFit américaines sont calculées en minutes, on passe tant de minutes à parler de ça, et putain, les gens ne retiennent que l'intensité. C'est aberrant. Donc, pour que ça soit carrément des formateurs level 2 qui t'expliquent ça, c'est que voilà, ça c'est vraiment un problème, clairement. Pour peut-être